dernier plateau avec Karine Fouteau de Mediapart, évidemment, sur l'Union européenne, dont la France, face à l'enfer libyen, où on va se retrouver dans cette Méditerranée, Mare Nostrum, notre mer. La Méditerranée, c'était d'ailleurs le nom jusqu'en 2015 d'une opération des États, l'État italien, théoriquement de sauvetage, de solidarité, qui a été interrompue à la demande de l'Union européenne et remplacée par Frontex, c'est-à-dire l'inverse. On fait une frontière, on fait un mur, fût-il dans la mer. Et puis, dans la foulée, en 2016, il y a eu cet accord à la fois d'argent et de silence avec la Turquie. Depuis, on voit l'évolution du régime de M. Erdogan en disant à la Turquie, sous-traitez cela, puisque c'est par là que ça passait. Et nous y sommes depuis. L'humanité, c'est comme l'eau, elle cherche un passage. Eh bien, le passage, elle le trouve par la Libye. Et nous sommes en Libye. Nous allons en parler, et Karine va animer tout cela, avec Sarah Pressiani. Vous êtes photographe et membre de Migre Europe, une association dont, allez voir sur Migre Europe combien, là, le droit de savoir, l'information est une arme. L'ignorance est notre ennemi et la connaissance est notre arme, comme disait Act Up. Et vous êtes de l'association italienne Arci. En face de vous, Françoise Boucher-Saulnier, vous revenez de Libye, vous êtes directrice juridique de Médecins sans frontières. Et de l'autre côté, Charles Heller, on présentera, parce que j'ai découvert ça récemment, vous êtes réalisateur et chercheur à l'université Goldsmith de Londres, associé à ce projet Forensic Océanographie, qui fait partie d'un projet plus ample, Forensic Architecture, et vous avez enquêté sur les conséquences mortelles de ces régimes frontaliers militarisés en Méditerranée. Karine, à toi. Alors, c'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, l'Union européenne finance la Libye pour que ce pays empêche les migrants de partir, pour empêcher le départ des embarcations. Ça n'empêche que les départs ont été très importants, et notamment depuis l'accord qui a été signé avec la Turquie. Les départs, qui n'avaient d'ailleurs jamais vraiment cessé depuis la Libye, ont repris de plus belle. Et donc, en 2017, c'est à peu près 100 000 personnes qui ont réussi à passer d'une rive à l'autre. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas ou qui attendent la traversée, les conditions sont terribles. Il y a de multiples rapports qui documentent cela depuis des années. L'ONU également, donc vraiment tout le monde est au courant. Il n'y a pas de secret. Les conditions sont catastrophiques. Les migrants sont détenus dans des prisons dont ils ne savent pas très bien qui sont les gardiens. Quand ils réussissent à travailler, à sortir, ils vivent dans des conditions de quasi-esclavage pour certains. Or, c'est ce pays que l'Union européenne finance pour donc empêcher les départs. Et donc, c'est ce pays que l'Union européenne... C'est à ce pays que l'Union européenne demande de prendre en charge les migrants. Pays est d'ailleurs un mot, vu le désordre libyen, voilà, on pays, ne sait pas qui sont les autorités. Qui vit dans un certain chaos, effectivement, en ce moment. Depuis une certaine histoire où la France a des responsabilités, mais c'est autre chose. Et pays qui n'a pas signé la Convention de Genève, qui statue sur le sort des réfugiés, on peut le préciser. Donc Françoise Boucher-Saulnier, vous êtes directrice juridique de Médecins sans frontières. Et Médecins sans frontières, depuis quelques mois, a une petite équipe sur place en Libye. Dans quelle ville ? Alors, je ne sais pas depuis quelques mois, enfin, je vais vous laisser poser votre question, mais on est très investis sur les questions du sauvetage en mer. Vous l'avez mentionné, la Libye a d'abord connu une guerre, donc on était présent au moment de la guerre, et on a ensuite été plutôt attirés sur les enjeux du sauvetage en mer, parce que, comme vous le dites bien, aider les gens à survivre en Libye, c'est quand même un défi qui est un petit peu problématique. Mais il y a déjà 18 mois, nous étions, en fait, on avait reculé dans les opérations de sauvetage en mer. On avait essayé de s'implanter sur le territoire, à la fois dans sa dynamique de conflit libyen, qui est une dynamique Est-Ouest, mais aussi sur la dynamique de la migration, qui, elle, est une dynamique Nord-Sud. Voilà, exactement, qui est une dynamique qui nourrit
les affrontements militaires nourrit l'économie de guerre, nourrit l'économie tout court d'un pays en guerre. Hein. Donc il y a une exploitation financière par les différentes milices qui sont dans une opération toujours d'affrontement militaire et politique. Elles font de l'argent avec les migrants pour financer leur guerre intérieure. Mais tout à fait. Donc on fait de l'argent avec le pétrole, on fait l'argent avec tout ça. Et le cours, les prix, les tickets ont baissé. Hein. Il y a une concurrence libyenne par les différentes milices qui a cassé les cours, qui a donc aussi attiré un certain nombre de gens. Mais ces gens, c'est pas un phénomène, j'allais dire, secondaire, l'exploitation de ces gens. C'est un phénomène absolument intégral. Qui s'appuie. C'est important ce que vous dites. Ah oui, parce qu'il faut fait du migrant une marchandise. C'est-à-dire, il n'y a pas que notre égoïsme, parce que nous sommes au centre de l'histoire, mais il y a aussi la guerre en Libye est une réalité avec laquelle l'Union européenne doit aussi composer, et on peut pas, l'Union européenne ne peut pas gérer uniquement son problème, qui est celui de stopper l'immigration. Il y a un pays entier livré à la guerre, entier lié au chaos, dans lequel les Libyens aussi vivent un cauchemar absolu, plus tous les immigrés qui étaient présents. La Libye est un pays qui était finalement l'ANPE de l'Afrique. Tout le monde venait travailler en Libye parce qu'il y a du travail en Libye. Et donc il y a un triple effondrement. La société libyenne en guerre, toute la population qui travaillait dans ce pays, imaginons que les Émirats arabes unis tombent en guerre, vous voyez quel est le sort des immigrés qui sont la population qui fait tourner le pays. Donc on a toute cette population immigrée traditionnelle et on a ensuite une route de la migration pour finalement, pour ceux qui étaient coincés sur place, essayer d'échapper à cet enfer libyen qui préexiste, et puis, quelque part, une surenchère, on va dire, des VRP du tourisme vers l'Europe, qui ont cassé les prix. Simplement, je dirais, on est presque dans une situation de crowdfunding de la misère, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont exploités et payent leur ticket vers l'Europe, tronçon par tronçon. Donc, ce n'est pas juste de l'exploitation, c'est un système entier qui est fondé là-dessus et qui s'appuie en plus, il faut quand même le mentionner, sur le fait que le droit, vous avez parlé de la Convention de Genève, mais dans le droit libyen qui continue à exister, ce sont des sociétés aussi civiles qui sont structurées. La société civile libyenne, elle existe. C'est structuré sur le fait que quand on est en situation irrégulière, comme dans la Roya, eh bien on est condamné, le droit libyen condamne les étrangers en situation irrégulière, les condamne à la prison et aux travaux forcés. Donc dans le chaos libyen, la norme, c'est bien, tu peux être arrêté, tu peux être détenu et tu dois travailler, c'est-à-dire l'esclavage est légalisé par la loi. Le travail forcé. Légalisé par la loi. Entre guillemets, hein. Donc c'est bien, on est dans une norme qui explose, mais dans une société qui continue avec du bric et du broc, qui est faire du pouvoir politique et du rapport de force militaire avec toute cette misère disponible et qui est... Donc les gens sont torturés en Libye tout le long du trajet pour obtenir le paiement par les communautés d'origine de sommes qui sont de l'ordre de 1 000, 2 000, 3 000 $ qui payent les différents points de passage. C'est une autoroute avec péage dans lequel les communautés d'origine payent et les personnes sont arrêtées, détenues, torturées avec la famille au téléphone pour lever les fonds dans le village pour payer la suite du tronçon. C'est à ça que nous sommes confrontés. Nous n'avons pas eu de problème pour entrer dans les centres de détention. By the way, il n'y a aucun problème. Ce sont les autorités libyennes qui nous demandent. Alors justement, pour qu'on continue de mettre des mots, parce que vous avez commencé derrière cet enfer libyen, donc là, vous nous avez parlé de la question des rançons. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces centres de rétention? Est-ce que vous pouvez nous décrire la manière dont vous avez trouvé ces migrants qui sont détenus? Je pense que je ne vais pas le décrire parce que je pense que c'est essentiel dans ces affaires-là de sortir de l'émotionnel et c'est sans doute, après plus de 26 ans d'MSF, du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie, une des situations les plus terribles du point de vue humain, hein, puisque les gens ne sont même pas des êtres humains. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y en a pas, et l'enjeu n'est pas tellement qu'il y ait des mots, parce qu'avec l'émotion, on ne fait pas forcément non plus grand-chose. Le problème essentiel, c'est que l'Union européenne arrive à comprendre qu'il y a un problème plus grave que le problème de l'Union européenne. La situation de la Libye, la situation de l'Afrique, c'est un problème plus grave que celui de limiter l'arrivée à nos frontières par tous les moyens qui sont des moyens de mort en Méditerranée, mais de mort à terre. Il y a un travail l'accès à ces camps de détention, encore une fois, dans lesquels les Libyens n'ont aucun problème à ce qu'on vienne faire le travail, hein.
personne ne nous empêche de rentrer. Qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Mais on ne peut rien faire dans la mesure où ce sont des centres dans lesquels les gens doivent payer, à moins que nous mettions à payer la rançon, qui ne sont pas, enfin, de toute façon, des rançons, ce sont des paiements de cette route illégale et donc très cher. Plus c'est illégal, plus c'est cher. Donc, quel est le sens de votre intervention? Notre intervention avait pour but, voilà, notre intervention avait pour but de faire remonter le problème qui déjà a disparu en Méditerranée, parce que ce qui s'est passé cet été, c'était de vendre les eaux territoriales et de vendre les eaux internationales à la Libye. Donc il n'y a plus de sauvetage possible. Les gens maintenant sont récupérés en mer par les Libyens et ramenés à terre. Donc ça se passe. Ça se passe. Et sur juste les 3 semaines par les gardes-côtes financés par l'Union européenne. Absolument, absolument. Et sur les 3 premières semaines de septembre, on a eu de l'ordre de 17 000 retours. Et les autorités libyennes nous demandent, nous, d'assurer le travail dans les centres de réception sur le territoire libyen des gens. C'est quoi assurer le travail? C'est les fameux centres de détention, parce que assurer le travail, vous, qu'est-ce que vous faites? Ils nous demandent de traiter des gens qui sont de la même façon qu'on les avait en Italie, qui sont brûlés gravement par le séjour sur ces zodiacs où il y a un mélange de gasoil et d'eau de mer qui produit des brûlures abominables. Et quand on a récupéré, les gardes-côtes libyens récupèrent ces gens qui sont aussi sauvés de la mer dans un état terrible, il y a besoin de soins médicaux. La structure médicale en Libye, elle est celle d'un pays en guerre qui n'a pas absolument de priorité à mettre sur ce problème. C'est tout. Question concrète. Ces gens, dans ce tournant de cet été, qui sont ramenés à terre, dans ces centres que vous allez les soigner, ils deviennent quoi après? Ils disparaissent de nouveau, puisque leur objectif, et l'objectif des Libyens, c'est de gagner de l'argent avec eux et de les faire poursuivre un voyage où... Et ils le poursuivent par où, du coup? Et là, les trafics continuent à exister. Aujourd'hui, une forme de trafic aussi se met en place avec l'Organisation internationale des migrations, qui propose aux plus désespérés des plus désespérés de financer du retour dans les pays d'origine. C'est ça, les nouveaux financements. Il y a des financements gigantesques qui sont mis en place aujourd'hui pour financer les retours dans les pays d'origine, parce qu'effectivement, au bout du désespoir et de tout, il y a cette dernière offre qui elle-même donne lieu à, évidemment, des détournements massifs, et l'OIM se rend compte que les gens dans les centres de détention disparaissent au moment où le charter est arrivé, parce qu'ils ont été réemmenés pour du travail forcé à droite et à gauche. Il n'y a même pas de registre dans ces centres. Ce que vous nous racontez quand même, sans émotion, comme vous le disiez, c'est que ces choix politiques faits par l'Europe fait que, au fond, on crée une situation de totale servitude, de travail forcé, d'une humanité devenue marchandise. C'est ça qu'on est en train de créer. Ce qui est déjà créé. C'est juste qu'on renforce. Tout à fait. Et qu'il faut juste poser sur la table comme étant le problème. Parce que le problème n'est pas nous. Mais c'est aussi, encore une fois, vous avez mentionné l'intervention occidentale en Libye, je veux dire, nous sommes toujours une partie du problème, mais à force de vouloir régler que nos problèmes à nous, on en crée d'autres qu'il faudra résoudre un jour, mais qu'on ne résout toujours qu'en nous regardant nous. Et donc le problème passe son temps à s'aggraver. Par où il faudrait commencer, en fait, pour débrouiller un peu cet écheveau? Il y a toujours, en bonne logique, quand on sort de l'émotion, qu'est-ce qui est cause, qu'est-ce qui est conséquence. J'ai été élevée à l'école bromanienne où on nous explique aussi que l'enjeu, c'est plutôt de questionner la question et donc de la reformuler. La question telle qu'elle est formulée aujourd'hui ne produit aucune solution, à part une hypocrisie qui a été décrite par ailleurs, une hypocrisie terrible qui coûte extrêmement cher et qui qui finance une inhumanité au-delà de l'imaginable. Voilà. Mais ça coûte de l'argent. Je pense qu'aucune personne ne peut penser qui s'est approché de cette réalité, ne peut penser que même les Libyens ne peuvent pas sortir indemnes. Ils sont dans une guerre et ils sont eux-mêmes l'instrument d'une inhumanité. Ils en sont les complices autant. Il ne faut pas culpabiliser que l'Europe. Mais le problème d'abord de la Libye, c'est la Libye. Le problème de l'Europe, c'est les migrants. Et le cocktail des deux fait une monstruosité qui va continuer à exploser et qui coûte très cher. Sarah Prestiani, on a observé une accélération des arrivées depuis la Libye jusqu'en Italie jusqu'au printemps. Puis, à partir du mois de juillet, il semble que le nombre d'arrivées ait chuté brutalement. Et même si Rome dément, plusieurs témoignages importants laissent penser que Rome a négocié directement sur place, en Libye, avec
quelques-uns des passeurs, quelques-uns des groupes qui organisaient jusque-là le passage des migrants. Et donc, contre de l'argent, ces passeurs se seraient transformés en milices anti-migrants. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout en sachant, peut-être je précise aussi, que depuis quelques jours, à nouveau, les arrivées reprennent. Et est-ce que ça veut dire que l'argent arrivé est insuffisant? Enfin, voilà, comment vous analysez ces faits, ces arrivées qui diminuent et ces accords supposés entre Rome et les milices? Tout d'abord, l'Italie a eu un rôle central dans la gestion de la négociation avec la Libye. C'est bien sûr de la ligne politique de l'Union européenne, mais l'Union européenne a poussé l'Italie dans un rôle central qui était marqué le 3 février 2017 par un accord, un memorandum of understanding qui était signé entre le gouvernement italien et celui d'Al-Sarraj, un des 3 gouvernements libyens. Et donc, à partir de là, bien sûr, l'Italie ne voyait pas trop d'effet de cette liaison qui se serait, bien sûr, parce qu'ils avaient signé un accord avec un gouvernement qui n'a aucun contrôle de son territoire, que ce soit la frontière sud et que ce soit la frontière maritime. C'est ainsi que beaucoup d'enquêtes internationales, des journaux internationaux, ont parlé du fait qu'il y avait effectivement de l'argent qui était sorti des caisses italiennes, apparemment plutôt des caisses qui proviennent des services secrets. 5 millions d'euros était la chiffre qui avait été donnée aussi par des voies qui viennent de Libye et qui, effectivement, nous ont fait voir un effet assez rapide et immédiat dès la diminution des arrivées et donc des départs. Apparemment, cet argent était donné à les 2 milices qui géraient en bonne partie les trafics. Donc, on a décidé de transformer ceux qui étaient des trafiquants en gendarmes, donc les milices de la brigade 48 et celle d'Al-Dabashi. Bien sûr, les milices de l'Intérieur italien, Minniti, qui c'est les chefs d'œuvre de toutes ces opérations, nient absolument cette opération. Mais l'effet est là, dans mes yeux. C'est un effet tragique pour les migrants qui sont effectivement, et ça, les témoignages nous arrivent, bloqués sur les côtes libyens, enfermés et donc torturés dans ces centres de détention. Les supplétifs du blocage des migrants sont les passeurs, les supplétifs des États sont les passeurs. C'est ça que vous me dites. Bah, bien sûr, le fait de n'avoir pas de voie légale d'accès au territoire européen fait que la seule façon pour arriver, c'est avec les passeurs. On l'a très bien dit tout à l'heure, il y a un business qui est autour de ces départs, qui, en quelque façon, fait arriver l'argent à la lutte contre les milices. Mais par contre, ce qui est très grave, c'est que cet argent, ou en tout cas, si aussi d'argent n'est pas donné, c'est toujours à démontrer, mais sûrement, il y a une demande claire qui est faite aux milices, un renforcement des milices, un renforcement du rôle des milices qui a un impact tragique sur la vie des migrants parce qu'ils sont bloqués en Libye, mais un impact aussi tragique sur les processus de déstabilisation du pays. Et sur le peuple libyen. Exactement, et sur les peuples libyens, parce que justement, renforçant les milices, on est en train de déstabiliser encore plus un pays qui est absolument un conflit social. Aujourd'hui, nous voyons les migrants un peu prendre la route à nouveau. Les raisons sont multiples. Certains ils parlent du fait que ces milices seraient énervées du fait que l'Italie a ouvert un dialogue avec Haftar, bien sûr en essayant de faire de la concurrence fort de l'Est, bien sûr, que M. Macron a mis en exactement, évidence. Et sûrement il est évident que l'Italie fait cela en concurrence avec la France, en essayant de ne pas se faire voler son rôle hégémonique dans les pays. Mais les conditions de ceux qui arrivent démontrent clairement les conditions de détresse qui vivent les migrants, qu'ils étaient bloqués sur le territoire libyen, et puis surtout l'effet qu'il y a un parti qui arrive, mais un bon parti, comme on l'a dit, sont interceptés, parce que moi je ne dirais jamais que des gardes-côtes libyens sauvent des personnes, parce que si leur sort après les sauvetages, c'est l'enfermement, ça ne peut pas être des sauvetages, c'est de l'interception. Et surtout, il y a aussi un vide amer d'intervention, puisqu'effectivement, la criminalisation, et ça c'est très important, les lier avec la politique d'externalisation, la criminalisation des ONG qui interviennent en mer fait partie du même, dirais, plan diabolique. C'est des poursuites judiciaires. Hein. C'est comme ici, on poursuit sur la solidarité. Vous êtes
plusieurs ONG sont poursuivies. Parce que l'objectif était mené siciliens, etc. Dans les mêmes moments. D'un côté, on criminalisait les ONG parce qu'on voulait éliminer des témoins gênants de la mer, et à la fois on renforçait les rôles des criminels. Parce que l'autre question, on a dit il y a sûrement de l'argent qui est donné aux milices libyens, mais on sait très bien aussi par un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il y a aussi des forts liens entre les milices et les gardes-côtes. Donc, bien sûr, les jeux est tout lié à l'autre. J'aimerais bien qu'on fasse un retour en arrière, parce qu'en réalité, on a l'impression de raconter une histoire nouvelle. En réalité, elle se répète. Il se passait déjà exactement la même chose sous Kadhafi, qui utilisait la question des migrants comme une monnaie d'échange, et donc qui demandait toujours plus d'argent à l'Italie, qui a fini par en promettre et même en donner, en échange de la fermeture, du blocage des départs. Est-ce que vous pouvez nous resituer cette histoire plus longue de ces migrants qui sont l'objet de marchandage entre l'Italie et Kadhafi ? Absolument. L'Italie a eu toujours un rôle central par son triste passé historique, colonial, exactement, des liaisons avec la Libye, aussi parce que dans la route de la Méditerranée centrale, les deux pays qui se parlaient, les départs étaient des côtes libyennes et les arrivées se faisaient sur les îles et sur la côte sicilienne. Donc, ces nombreux gouvernements qui se sont succédés, qui ont essayé de négocier avec la Libye, c'est Berlusconi, en août 2008, qui arrive à signer les premiers Memorandum of Understanding, donc les premiers accords avec à l'époque Gheddafi. Il est très intéressant parce que l'accord que j'ai cité tout à l'heure, du 13 février, qui n'a pas été ratifié cette fois-ci par les gouvernements italiens, par les chambres, par les sénats et par les parlements, veut, avec l'excuse qu'il se réfère quelque partie, c'est une espèce d'annexe de l'accord de 2008. Donc l'histoire se répète. Pour les Français, il faut juste préciser que c'est très intéressant parce que c'est lune de miel entre Berlusconi et Kadhafi est en même temps la même entre Sarkozy et Kadhafi. Dans cette période, voilà, tous ils parient sur Kadhafi et Kadhafi demande sa reconnaissance et eux disent ben voilà notre homme d'ordre dans ce paysage. Exactement. Et en ces cas-là, oui, il y avait de l'argent qui était mis sur la table, mais bien sûr l'intérêt de Gheddafi était de sortir un peu de cette obscurité de son embargo et avoir un rôle central. On l'a vu comment et de quelle façon il était invité à Rome ou à l'Élysée à cette époque-là. Effectivement, Gheddafi en réponse ferme les robinets. Il n'y a pratiquement plus aucun migrant qui part des côtes libyennes en 2009-2010. Bien sûr, les pouvoirs de contrôle de Gheddafi étaient bien différents de ces côtes par rapport à celui d'Al-Sarraj aujourd'hui. Et donc, il y a une fermeture absolue et très peu de migrants qui partent en déplacement des routes. Mais ce qui est intéressant, que l'histoire nous apprend, que ces accords sont aussi basés sur l'histoire et donc sur une faiblesse assez importante. L'histoire donc, nous mène à la chute de Gheddafi, au point que Gheddafi, en 2012, quand se voit attaqué par la coalition de l'OTAN, menace les pays européens, disant on vous chargerait mes bateaux des migrants et on vous enverra avec ces bateaux. Donc, on utilise pour l'énième fois les corps des migrants, les corps de ces hommes, femmes et enfants qui étaient bloqués en Libye pour menacer les pays européens. C'était pas encore la fin totale du gouvernement de Gheddafi, que déjà l'Italie, avec ce nouveau ministre Cancellieri de transition, était à nouveau en Libye pour essayer de négocier un nouveau accord. Donc l'Italie n'a pas cessé de négocier avec la Libye, avec plus ou moins de chances selon du moment, mais c'est effectivement une longue histoire. Malheureusement, ce qui a toujours payé, c'est donc les migrants qui ont subi ces changements et donc ces enfermements forcés ou ce moment où il y avait un passage qui était ouvert. Mais aussi, je pense qu'a beaucoup souffert la population libyenne parce que justement, on a toujours renforcé ce qui les opprimait, Gheddafi à un moment et les milices par la suite, les différentes situations. Et enfin, je pense qu'il y a un problème réel des démocraties qui touche les pays européens et aussi l'Italie parce que d'avoir un pays qui négocie avec une dictature ou en situation de telle nature, c'est un problème interne avec un accord qui n'a même pas été ratifié, dont les citoyens italiens n'ont pratiquement plus rien dire. À Charles Heller, donc vous êtes réalisateur, chercheur à l'université de Goldsmith. On a parlé tout à l'heure de la question de la criminalisation des ONG. En même temps, donc ces ONG qui ont été accusées d'encourager les passeurs à faire partir le plus de migrants possible, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez aux personnes
qui vous font cette accusation. Vous avez travaillé notamment sur les flux et vous avez regardé le nombre de personnes qui arrivaient quand il y avait des bateaux en mer, quand il n'y en avait pas. Qu'est-ce que vous avez observé avec vos travaux? Il faut dire que ce document que vous avez produit est accessible. Il y a eu une traduction en français. On tape Migre Europe et on retrouve ce document qui montre, qui combat, argument à l'appui, toute cette criminalisation, cette idée de l'appel d'air. Vous seriez les responsables de l'appel d'air. en mer. En sauvant, vous nous amenez toutes sortes de barbares. Et vous montrez que tout ça, c'est de l'inhumanité au contraire. Peut-être, effectivement, donc notre rapport Blâmer les secours répond aux deux accusations principales. Les ONG opérant le secours proactif en mer font un effet d'appel d'air et également, par leur proximité des côtes libyennes, entraînent un changement dans les tactiques des passeurs qui rendent, en fin de compte, contrairement à leurs objectifs, la traversée plus dangereuse. Maintenant, avant de répondre à ces accusations-là, pour nous qui travaillons sur la situation et les politiques des États en mer depuis quelques années, depuis 2011 en fait, on ne pouvait pas ne pas voir ces accusations dans la lumière de notre rapport précédent qui était sur la fin de l'opération Mare Nostrum et justement, comme vous le disiez, son non-remplacement par l'opération de Frontex. Sa négation par Frontex. Exactement. Et les accusations étaient quasiment identique à l'égard de Mare Nostrum. Et je dirais de l'État italien à l'époque. Absolument. Je dirais qu'il y a une idéologie anti-secours proactif. Tout simplement dans le sens où on peut plaquer l'explication de « Ah, ce sont les secours » pour expliquer n'importe quel changement dans les dynamiques migratoires, dans les tactiques des passeurs. Pop, on plaque l'idéologie anti-secours proactif, qu'il soit opéré par les États ou qu'il soit opéré par les acteurs non gouvernementaux, et ça permet d'expliquer toute dynamique. Cette idéologie, évidemment, n'explique rien, je vais y revenir, mais elle est utilisée de manière complètement politique pour délégitimer, décrédibiliser, et dans le cas actuel, criminaliser le secours proactif. Dans le cas de Mare Nostrum, le but qu'on retrouve décrit dans les documents stratégiques de Frontex, c'était que mettre un terme à l'opération de secours proactif dans sa forme de Mare Nostrum visait à dissuader les migrants de traverser la Méditerranée. En anglais, on a ce terme « deterrent », qui est un terme qui a aussi une origine militaire, qui est plus fort que dissuader. Donc, lorsque les accusations ont été formulées à l'encontre des ONG, reprenant exactement ces mêmes éléments et articulant également l'accusation de collusion avec les passeurs, pour nous, effectivement, c'était une répétition de cette idéologie anti-secours proactif. Et ces accusations étaient fausses dans le cas de Mare Nostrum. Mare Nostrum a été lancé parce qu'il y avait des traversées croissantes et parce qu'il y avait un nombre de morts croissant. On le sait bien avec le naufrage d'octobre 2013. De la même manière, la présence des ONG SAR est une réponse au retrait criminel de l'Italie et de l'Union européenne, qui, en avril 2015, n'entraîne pas moins de traversées, mais simplement une multiplication exponentielle du nombre de morts. Ce qui était la preuve à quel point cette idéologie anti-SAR et cette accusation du facteur d'attraction est fausse. Et d'ailleurs, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est obligé de reconnaître en avril 2015 que mettre un terme à l'opération Mare Nostrum était une grave erreur. Cela a coûté plus de vies humaines. Or, lorsqu'on commet une erreur grave qui coûte des vies humaines, quelqu'un va perdre son boulot. Il va y avoir un procès, c'est grave. Le budget de Frontex est triplé. On lance une opération anti-passeur, EUNAVFOR Med Sophia.
dont le but n'est absolument pas de rétablir l'opération Mare Nostrum. Les ONG répondent à ce vide qui a été créé par cette politique. Elles prennent la responsabilité que n'assument pas les États par rapport à tous les grands principes qu'ils ont signés dans leurs conventions. Etc. Absolument. Donc, il y a premièrement absolument aucun mystère dans la présence des ONG. Il n'y a rien de mystérieux dans leur présence. Elles sont là parce que vous êtes partis. Ensuite, pour les ONG, comme c'était le cas pour Mare Nostrum, l'accusation d'appel d'air ne tient simplement pas l'analyse empirique. Quelqu'un le disait tout à l'heure, la Méditerranée centrale n'a jamais... Comment dire, l'accroissement des passages par la mer Égée a temporairement éclipsé les traversées par la Méditerranée centrale qui n'ont jamais réellement diminué. Oui, il y avait 170 000 personnes qui ont traversé en 2014, 150 000 en 2015, parce que la majorité des Syriens passaient par la mer Égée. Et donc, cette apparente diminution cachait en fait l'accroissement des traversées par les Africains, des Africains d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest notamment, et donc n'a strictement rien à voir avec la présence des ONG. De même, les stratégies des passeurs qui se sont effectivement empirées, entre 2015 et 2016, on le voit avec des bateaux plutôt des bateaux pneumatiques qui sont utilisés plutôt que des bateaux en bois. On le voit par l'augmentation du nombre de personnes qui sont entassées sur ces bateaux. Or, cette dynamique pouvait déjà être observée en automne 2015 et était documentée par l'opération anti-passeur EUNAVFOR Med comme étant la conséquence de sa propre opération. C'est-à-dire, l'opération anti-passeur met sous pression les passeurs, détruit leurs bateaux en bois et les rend moins rentables, et donc entraîne le remplacement par des bateaux pneumatiques et des conditions de traversée qui deviennent de pire en pire. Peut-être juste pour terminer là, je le disais, il y a une dimension clairement de répétition par rapport à Mare Nostrum, répétition d'une idéologie anti-secours proactif, dirigée premièrement contre un État, ensuite contre des acteurs non gouvernementaux. Mais la dimension de répétition ne doit pas cacher également ce qui est assez distinct dans cette phase de criminalisation et délégitimation du secours proactif, c'est que plus que tenter de dissuader les migrants de passer, ce qui est un échec simplement cuisant, les migrants n'ont pas été dissuadés de traverser. Cette fois, comme le disait Sarah Prestiani, la criminalisation des secours proactifs opérés par les ONG est simplement l'autre côté de la même pièce de la politique d'externalisation et d'interception par les gardes-côtes libyens. Simplement, de manière tout à fait opérationnelle, on ne peut pas demander aux gardes-côtes libyens d'intercepter et de ramener sur le territoire libyen les migrants si ce sont les ONG qui le font et les ramènent au contraire sur le territoire italien. Et donc il fallait les criminaliser, les neutraliser, en somme expulser les humanitaires de la Méditerranée pour imposer une logique strictement sécuritaire. Alors une autre idée qui revient souvent de la part de responsables européens pour empêcher les départs, donc cette obsession d'empêcher les départs, ce serait de rendre possible la demande d'asile soit dans les pays de départ auprès de l'Union européenne ou de pays membres de l'Union européenne, soit dans les pays de transit. Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui font cette proposition, donc que la demande d'asile soit gérée en amont, le plus loin possible de l'Union européenne, tout ça pour sauver des vies en mer, c'est toujours le prétexte qui est donné. Est-ce que c'est une bonne solution? Et sinon, par où il faudrait commencer? Bon, je suis citoyen d'un pays, la Suisse, qui avait la possibilité de demander l'asile dans ses ambassades. Cette possibilité a été abolie par une modification de la loi il y a quelques années. Cette possibilité est en pratique simplement inexistante dans les ambassades des États membres de l'Union européenne.
Il y a juste quelques jours, le HCR a annoncé qu'il voulait mettre en place un programme de réinstallation depuis la Libye pour quelques 5000 personnes. Tout à fait. Je dois dire que je suis révolté par cette proposition. Révolté parce qu'elle est en décalage total avec les besoins en Libye. Le nombre même de réfugiés reconnus en Libye est de quelques 40 000 personnes, si je me trompe pas, et le nombre de migrants non reconnus par le HCR est de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc nous parler de 5 000 personnes qu'on réinstallerait, honnêtement, c'est tout simplement insultant, quoi. Surtout que cette politique de réinstallation pour 5 000 personnes sert simplement de vernis humanitaire pour justifier une politique du containment, comme on le dit. Retenir, voilà, bloquer. En anglais. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est une politique extrêmement violente qui vise à contenir les migrants sur la rive sud de la Méditerranée. Vous le disiez, en collaboration avec la Turquie, en collaboration avec le Soudan, avec le Niger, avec la Libye également. Une politique qui, premièrement, génère d'autres formes de violence. Miniti, en Italie, justifie notamment le succès de sa politique, non seulement en disant « mais voilà, il y a moins de traversées », ça veut dire qu'il y a aussi moins de morts. Mais comme l'ont dit les intervenantes précédentes, on renvoie les migrants à des conditions de violence et de précarité et de souffrance extrêmes sur le territoire libyen. Et surtout, cette politique qui vise à contenir les migrants sur la rive sud est simplement complètement insoutenable. On le voit parce que même cet accord qui a été efficace le temps de 2 mois cet été se solde actuellement par des conflits entre milices à Sabrata, et septembre a vu de nouveau un nombre de traversées plus important. Donc ce sont des accords et des politiques extrêmement fragiles qui ne visent même pas d'ailleurs à résoudre ce qui est un conflit de mobilité entre le désir des migrants de traverser la Méditerranée, d'accéder au territoire européen, et des politiques qui visent à tout prix à leur en empêcher. Il va falloir qu'on arrive à la fin. J'avais une question pour vous. Je sais que vous vouliez intervenir, mais j'avais en plus une question pour vous, Françoise Boucher-Solier, puisque vous étiez pour MSF en Libye. Ce que vient très bien d'expliquer Charles, c'est qu'en plus, cette politique de nos États, c'est aussi créer de l'invisibilité. C'est qu'il n'y ait plus de photos, c'est qu'il n'y ait plus ces scènes de sauvetage, c'est que, voilà, on ne voit plus, on ne sache plus. Et donc là, j'ai une question qui me fait penser à, dans d'autres circonstances dans le passé, la Croix-Rouge. C'est-à-dire que cet enfer libyen, vous disiez tout à l'heure, je ne vais pas mettre trop de mots tellement c'est terrible, un understatement pour dire combien c'est terrible. Il faudrait peut-être qu'on nous le montre, il faudrait peut-être qu'on le voit plus, parce que, est-ce que, je vous pose cette question, y compris les questions déontologiques que vous pouvez vous poser un peu, parce que, au fond, plus on en voit dans des régimes qui sont terribles et qui utilisent cette humanité comme une marchandise, plus on fait en sorte qu'ici même, on ne soit plus choqué. Oui, alors j'entends et je vais juste me justifier par rapport à ce point-là, parce qu'il me semble... un procès. Non, mais non, c'est pas un procès, c'est un truc de méthodologie. Je pense effectivement que l'Europe se nourrit de peur. Et qu'il y a un moment, il faut dire à l'Europe, arrête, fais un régime, tu n'es pas le seul être du monde. L'Europe se nourrit de peur, et ma retenue sur la description, c'est qu'il y a un espèce de voyeurisme qui n'ouvre aucun espace, ni d'intelligence collective des responsables politiques, mais ni même d'intelligence citoyenne. Et je pense que c'est là qu'il faut imposer une cure à ce voyeurisme qui est une espèce de nourriture permanente de l'ogre Europe qui veut de la peur. Et là, je vais plus loin parce que je suis un raisonnement et je m'oppose sur un point. La criminalisation n'est pas l'autre face d'eux. Il y a eu un saut qualitatif absolument jamais passé, qu'on voit aussi en Europe. C'est que la politique de nos démocraties, non seulement veut limiter les arrivées, ce qui est une approche sécuritaire normale,
veut fabriquer du silence et de l'invisibilité. MSF a l'habitude, dans un certain nombre de situations, de se dire « Ah, il va falloir rendre les choses invisibles, il suffit de 2 ou 3 incidents de sécurité, il n'y a plus personne. » Okay. Mais là, on va beaucoup plus loin. Il y a eu un plan complètement cohérent qui montre bien qu'il y a une intelligence à l'œuvre. Elle est stupide parce qu'elle est idéologique. Et alors qu'il ne devrait plus y avoir d'idéologie aujourd'hui dans le monde, on a des responsables démocratiques qui sont des idéologues de la peur. On ne construit pas des démocraties, on ne construit pas des sociétés, et on n'est pas responsable de la sécurité du monde quand on agit uniquement en idéologue de la peur. Le passage qui a été monté effectivement cet été, déjà, alors là, je rêve de Libye, mais cet été, j'étais en Sicile, sur les procès contre les organisations humanitaires. Nous avons des bateaux qui devaient être saisis. Enfin, nous vivions dans la peur. J'avais des avocats siciliens et à MSF, on a travaillé beaucoup cet été sur toutes ces questions-là et depuis longtemps pour revoir l'intégralité de nos centaines d'opérations de sauvetage sur 3 ans pour regarder qu'est-ce qui pouvait nous être reproché. Il s'agit d'opérations de déstabilisation citoyenne. Ça, c'est un premier point, qui va en même temps avec une opération totalement illégale de privatisation de la haute mer qui est donnée. Alors ça, c'est quand même un des droits les plus anciens, la liberté de la haute mer. L'Europe décide de donner à la Libye, qui est un pays en chaos, donc d'étendre le chaos libyen, d'étendre l'enfer libyen à la haute mer. Le seul endroit où quelque chose qui n'était même pas de l'humanité, c'était du sauvetage, était encore possible. Nous sommes menacés, tirés comme des lapins par les gardes-côtes, et là, tout le monde nous dit, attention, c'est dangereux, il faut se retirer à 90 000, c'est-à-dire à l'endroit où aucune embarcation ne peut venir. Et aujourd'hui, la haute mer a été donnée par l'Europe à la Libye, dans un silence absolu. Là aussi, c'est totalement illégal, dans un silence absolu. Et pendant ce temps-là, on criminalise les ONG pour qu'elles soient occupées à se défendre. Et ça, c'est une stratégie que, moi, en tant que directrice juridique d'MSF, je reconnais parce que c'est une tactique de guerre. Et dans toutes les guerres, il faut, pour gagner une guerre, la propagande, il faut discréditer l'adversaire. De transformer le tour de passe-passe qui consiste à transformer des organisations humanitaires en support du crime organisé, c'est un passe-passe inouï qui s'est passé au vu et au su de tout le monde cet été et dans lequel personne n'a levé le petit doigt. Je ne parle pas des opinions publiques qui, dans toute situation de propagande, surtout quand elles sont nourries de peur, agiraient. Mais ce sont nos États européens qui nous ont mis en procès. Nous, c'est ce que nous vivons aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La criminalisation du secours, notamment dans le cadre du support matériel au terrorisme, c'est quelque chose qui nous tombe dessus dans tous les terrains. Syrie, Irak, Nigeria, Mali, partout. Nous vivons, nous, ONG MSF, dans la peur de la criminalisation, frappe de drones, écoute permanente, arrestation, dossier monté contre nous. Mais ça, c'est le droit de la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, cette arme est utilisée par toutes les démocraties, nos pays, contre nous, les organisations de secours. Et votre débat ce soir, c'est contre la société civile. Les démocraties ont décidé, au nom de la gestion de la peur, de détruire la société civile. Ça, c'est un tournant historique. Bon, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense qu'au-delà des intérêts sur la migration, je pense que derrière se cachent beaucoup d'intérêts de nature économique, de la présence des États européens en Libye notamment, mais aussi au Niger. Donc c'est intéressant aussi d'essayer de lire cette affaire libyen aussi à la lumière des intérêts économiques et géopolitiques que nos États sont en train de se jouer sur ce terrain-là. Et c'est un élément en plus qui souvent instrumentalise la question de la migration, mais c'est au cœur des intérêts des États européens. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui de défendre le droit d'exercer la solidarité et de tenter de bloquer ces États dans leur poussée d'externalisation qui vise à contenir les migrants sur la rive sud. Et simplement, on a beaucoup parlé de passeurs, de trafiquants, des violences qu'ils exercent à l'égard des migrants. Et la politique européenne se nourrit de la lutte, soi-disant, contre les passeurs. Or, la seule manière de lutter de manière efficace contre passeurs et trafiquants, c'est de les rendre obsolètes, de les rendre inutiles. La seule manière de les rendre inutiles, c'est d'ouvrir des voies de migration légales qui ne forcent pas les migrants illégalisés à avoir recours à leurs services. Merci à vous trois. Je précise juste pour... ce n'était pas l'occasion, et je dis à cette occasion que
nous y reviendrons notamment à l'occasion du 10e anniversaire de Mediapart. C'est le 16-17 mars 2018. Retenez la date, bloquez-la, parce que nous allons inviter Forensic. Alors forensic en anglais, il n'y a pas d'équivalent en français, c'est la preuve au sens médico-légal. Hein, et on pourrait dire, donc c'est de l'enquête. Forensic architecture, forensic océanographie, c'est l'idée d'utiliser toutes les techniques, y compris de la révolution numérique, pour l'utiliser au service des droits humains. Reconstituer une prison syrienne, prouver qu'un drone a tué des civils, et ainsi de suite. Je dis ça parce qu'il y a actuellement, jusqu'à ces derniers jours, donc Barcelone fait beaucoup parler de ce qui se passe en Catalogne, et bien au Musée des Beaux-Arts à Barcelone, il y a une exposition qui vous montre tout ce travail de ces scientifiques qui utilisent l'arme du numérique au service des droits humains. C'est le catalogue que j'ai là. L'exposition va se terminer à Barcelone et elle vient de commencer. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, à Mexico, au Mexique. Et j'espère bien qu'on en parlera parce que c'est formidable. Là, c'est justement toute la théorisation de ça par Eyal Weizman, qui est celui qui, avec vous et bien d'autres, anime tout cela. Et puis, je voulais vous montrer cela. Il y a l'équivalent dans des ONG françaises, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. Je l'ai trouvé à Attac. C'est l'organisation Global Justice Now en Grande-Bretagne qui fait ça. C'est l'équivalent d'Attac en Grande-Bretagne. Ce n'est pas une crise des migrants, c'est une crise de guerre, c'est une crise de l'exploitation, c'est une crise de l'inégalité, c'est une crise du climat. Hein, et ça se retourne. Hein, ce n'est pas une crise des migrants. Voilà ce que nous voulions vous dire ce soir, hein, en défendant tous ceux qui sont au rendez-vous de l'essentiel, car c'est au fond une histoire qui va bien au-delà des étiquettes partisanes. Nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Soutenez évidemment, entre autres, toutes ces ONG, mais également Mediapart, qui ne vit que de ses lecteurs. Il y a... Voilà, c'est tout simple, hein, il faut s'abonner et pour découvrir Mediapart, c'est juste 1 €. Nous ne vivons que du soutien de nos lecteurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain Mediapart Live, ce sera le 8 novembre, avant que nous laissions passer la fin de l'année et que nous reprenions sur un rythme plus fréquent, hebdomadaire, comme nous l'avons fait pendant la période présidentielle. Merci, au revoir.